Bonjour Monsieur Lechac. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'en 2 mots, vous puissiez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, si tant est que ce soit possible. Oui, écoutez, je suis un vieux physicien de 80 ans. Et j'ai connu Louis de Broglie quand j'en avais 24, je pense. J'ai rêvé d'être scientifique depuis aussi longtemps que je me le remémore. Parce que je suis d'une famille qui, de ce point de vue, avait été frustrée. Je suis d'origine russe et j'ai eu 3 parents, les vrais, et un oncle, frère de ma mère, qui était un deuxième père pour moi. Et ils ont tous les trois, fait des sciences dans leur jeunesse, pas les mêmes d'ailleurs, et puis la révolution étant venue, et surtout la guerre civile, ils ont été amenés à quitter la Russie et à venir en France. Inutile de vous dire que leur carrière scientifique dont ils rêvaient a été un peu arrêtée comme ça. Mon oncle, pour commencer par lui, rêvait d'être chimiste, il est devenu manœuvre chez Renault, et puis est revenu à la chimie, il est devenu un chimiste en grande partie autodidacte ou formé au CNAM, est devenu un industriel, pas un gros industriel, mais enfin un industriel en chimie. Ma mère, qui avait commencé des études de biologie, ne s'est jamais remise de ce qu'elle ne les a pas faites. Et puis elle est devenue l'épouse de mon père, elle est devenue elle est devenue ma mère. Et je lui ai donné beaucoup de fil à retordre parce que j'étais un enfant maladif et elle n'a rien fait d'autre. Alors quant à mon père, c'était presque le plus fâcheux des trois parce que il est entré en Sorbonne. Eux avaient commencé des études supérieures en Russie, mais il est le seul à en avoir poursuivi à Paris. Il est entré en Sorbonne, en physique et en mathématiques, et parmi ses professeurs, il y en avait un qui était un très remarquable personnage qui s'appelait Charles Fabry. Charles Fabry était un grand physicien, et il a fait à mon père l'honneur de le remarquer et l'a invité à travailler dans son laboratoire. Malheureusement, mon père était sans famille, enfin à Paris il était sans famille, il était sans soutien. Le CNRS à l'époque, c'est-à-dire le Centre national de la recherche scientifique, était même pas dans les limbes, même pas dans un espoir quelconque, il n'existait pas. Donc il n'avait pas de quoi vivre. Et il a été obligé de décliner l'offre de Fabry. Et il est devenu ingénieur du bâtiment et des travaux publics. Et ces 3 personnes ont gardé un rêve, c'était de me transmettre leur goût de la science. Et ils ont eu de la chance, je le partageais. J'aurais pu avoir envie de jouer de la guitare, mais pas du tout. Ils ont eu de la chance, j'étais spontanément passionné par les sciences. Et d'une certaine manière, pour reprendre une expression devenue célèbre en France, on peut dire que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et alors après, donc, j'ai fait des études
normal, enfin j'étais au lycée normalement, et puis j'ai fait mes études en Sorbonne et dans un endroit bien connu aussi, qui est l'Institut Henri Poincaré. Vous avez tout de suite choisi la physique ou Non, vous avez hésité avec non, j'ai commencé par être intoxiqué par la chimie par la faute de mon oncle. Et j'étais passionné par la chimie. Je pense que je serais devenu chimiste si je n'avais pas été asthmatique. J'ai eu comme ça une idée nouvelle, géniale, entre guillemets, d'un nouveau type d'accumulateur pour les voitures. Ça m'a amené à respirer des vapeurs d'acide sulfurique. Je suis tombé très gravement malade. Il a fallu 8 ou 9 mois pour me rendre une respiration normale. Et au bout de ce temps, le médecin qui me suivait m'a dit, tu sais, à ton âge, je devais avoir 16 ans ou quelque chose comme ça, si tu abandonnes ton rêve, ce sera trop fâcheux. Mais si tu dois l'abandonner à 40 ans, ça sera plus embêtant. Et alors, je suis passé à la physique. Et pour plus de précaution, à la physique théorique. Et non, bien qu'il soit notoire que la physique expérimentale ne sent pas mauvais. Enfin, à cette époque, il n'y avait pas la mode de la radioactivité. La radioactivité, au contraire, était une manière noble de vivre pour un physicien, mais donc, c'est une plaisanterie de ma part, disons, je suis passé comme ça à la physique théorique. Et alors, je dois dire que j'ai lu des montagnes de livres de physique. Pas des livres de haut niveau technique, puisque ce que je raconte se passait quand j'avais entre 16 et 20 et quelques années. Mais je lisais, et c'était une époque de très grands vulgarisateurs, parmi lesquels il y avait des physiciens illustres, mais il y avait aussi des physiciens d'un moindre niveau, plus ordinaire, et qui étaient des vulgarisateurs tout à fait remarquables, dont je garde un souvenir ému et respectueux, comme Marcel Boll, aujourd'hui totalement ignoré, et qui était un merveilleux vulgarisateur qui m'a beaucoup donné. Mais j'ai lu comme ça des livres de Louis de Broglie, qui lui-même a beaucoup écrit pour un assez large public. J'ai lu des livres d'Einstein, d'Henri Poincaré. Et figurez-vous que mon admiration a tout de suite été, par-dessus tout, à De Broglie. Et je me suis permis de ne pas être d'accord avec lui. Alors je n'étais pas d'accord avec lui et j'étais même furieux contre lui. Parce que figurez-vous que il y avait à cette époque une querelle aujourd'hui oubliée, bien à tort, qui était l'interprétation de la mécanique quantique, et que dans cette interprétation de la mécanique quantique, il y avait deux clans aussi remarquables l'un que l'autre, l'un dont le maître était Niels Bohr, et ce qu'on a appelé l'école de Copenhague, et parmi eux, celui que pour ma part je considère comme le plus brillant, qui était Heisenberg. Et ces gens-là considéraient qu'il fallait abandonner le déterminisme en physique. Qu'est-ce que c'est que le déterminisme ? Le déterminisme, c'est en fait la réponse à laquelle n'importe qui se pose en présence d'un phénomène quelconque. D'où ça vient ? C'est dû à quoi ? Quelle est la cause de ce phénomène ? D'une certaine manière,
c'est l'essence même de la science. Inutile de vous dire que ceux qui étaient contre le déterminisme se posaient ces questions comme tout le monde. Ils n'y répondaient pas de la même manière que certains autres. Et le clan ennemi n'était pas plus mal parce qu'il comportait Einstein, De Broglie, Schrödinger, Max Planck. Bref, les adversaires étaient aussi géniaux et sont devenus aussi illustres d'un côté que de l'autre. Et du coup, vous n'étiez pas au début dans le côté de... Et alors moi, d'instinct, j'étais du côté de De Broglie. J'étais du côté de De Broglie. Comment on peut répondre par le calcul des probabilités à la question de savoir ce phénomène, à quoi est-il dû? Eh bien, c'est qu'on y répond en recherchant les manières les plus probables d'origine du phénomène en question. Et c'est ce passage par le plus probable que refusaient Einstein, Schrödinger et De Broglie a fini par se ranger à l'autre côté. J'avais le culot donc d'être contre De Broglie et d'être furieux contre lui parce que je le considérais comme ayant trahi ses rêves de jeunesse. Vous lui avez dit? Bien sûr. Ah non, à cette époque, pas du tout. Pas du tout, c'était un dieu sur l'Olympe. Vous n'allez pas voir Poséidon en lui disant que vous n'êtes pas d'accord avec ses conceptions sur la mer. Vous, à l'époque, vous étiez étudiant J'étais étudiant, oui, bien sûr. J'étais simplement étudiant. Et alors, voilà que, dans le tout début des années 50, De Broglie a fait une conférence mémorable et qui a produit beaucoup d'effets sans avoir beaucoup de conséquences, malheureusement. Il a fait une conférence qui s'intitulait « La physique quantique restera-t-elle indéterministe ?» C'est-à-dire qu'il a remis en cause les idées du camp auquel il s'était rangé et par là même sa propre remise en cause de sa conception du monde. À partir de là, je ne dirais pas que j'ai conçu le rêve de travailler avec lui. C'était idiot, quoi. C'était vouloir travailler avec Dieu le Père, quoi. Mais disons que j'ai conçu le rêve de poursuivre ces idées. Alors là, je passe sur quelques intermédiaires qui sont sans intérêt, mais il se trouve que quelqu'un que je connaissais très bien travaillait avec De Broglie à cette époque, et un jour il m'a dit « Mais tu devrais venir travailler avec nous ». Inutile de dire que le quelqu'un en question me paraissait comme un demi-dieu, et que cette proposition m'a paru littéralement un miracle. Mais j'ai suivi le miracle, j'ai été voir De Broglie avec lui, il a bien voulu de moi, et je pense pouvoir dire que j'ai été en fait le plus fidèle de ses élèves. Il en avait d'autres, des élèves, il en avait des quantités. Alors... C'était dans quel cadre? C'était dans le cadre du CNRS ou Du CNRS, c'était à l'Institut Henri Poincaré, et j'ai déposé ma demande d'être prise au CNRS. Elle a eu un soutien chaleureux de Louis de Broglie et j'y suis effectivement entré. Et vous avez fait toute votre carrière là-bas? Et j'ai fait
Non, non. Je n'ai pas fait toute ma carrière là-bas. J'ai fait une grande partie de ma carrière là-bas et j'ai eu les pires ennuis. Car il faut dire que les gens qui ne sont pas scientifiques s'imaginent le plus souvent que le critère de valeur en science, c'est la vérité. Et que quand quelque chose paraît plus vraisemblable qu'autre chose, on appuie la chose qui est la plus vraisemblable, et que c'est comme ça que progresse la science. Il n'en est rien. Bien sûr que ce point-là joue un rôle très important. Mais en réalité, les choses sont plus compliquées, pardon. C'est que les scientifiques sont comme tout le monde, ils ont des préjugés, ils ont les choses qu'ils croient vraies a priori et auxquelles ils tiennent beaucoup plus que toute preuve qu'on peut donner par ailleurs. Et d'autre part, ils sont curieusement des gens politiques. C'est-à-dire qu'ils se créent dedans des partis. Des camps. Des camps. Mais des partis qui ne sont pas des partis politiques au sens propre du terme, mais qui sont des camps. Le mot est bien dit. Et donc, par conséquent, quand par exemple j'ai voulu entrer chez De Broglie, tous mes camarades, tous mes aînés me disaient: tu n'y penses pas, tu ne vas jamais faire de progrès dans le CNRS, tu vas te lancer dans une voie qui est sans espoir. Et là, je dois dire que j'ai eu le caractère de, non pas dire zut à tout le monde, parce que je ne me suis brouillé avec personne, mais enfin de suivre mon idée et mon propre choix. Alors je vais vous raconter que une anecdote, et ce qui s'en est suivi pour moi-même. Quand je suis arrivé à cet institut Henri Poincaré, ça ne se voit pas là où je suis en train d'être très sérieux et très grave, mais en fait j'aime beaucoup la plaisanterie et j'aime rire. Et j'ai annoncé que dans cet institut, tout le monde travaille sur l'équation de Dirac, sauf le concierge. C'était parce qu'il n'y avait pas de concierge à l'Institut Henri Poincaré. L'équation de Dirac est l'une des équations les plus célèbres de la mécanique quantique, et qui est l'équation de l'électron. Et c'est sans doute l'équation qui a remporté le succès concret le plus extraordinaire de toute la théorie. Pourtant, par exemple, mon propre patron, qui avait découvert les propriétés ondulatoires de la matière, qui avait découvert qu'une particule peut se diffracter et interférer comme fait une onde, ce pourquoi il a reçu le prix Nobel, et qui était l'une des plus grandes découvertes du siècle, même mon patron n'a pas trouvé quelque chose d'aussi prodigieux que l'équation de Dirac. Alors l'équation de Dirac, c'est franchement de la triche. Je veux dire de la triche parce qu'il y a comme c'est une façon vulgaire de dire qu'il y avait quand même un doigt de Dieu qui s'était posé sur ces pages. Parce que
il a annoncé la prévision de certains résultats chiffrés déduits de son équation et qui se sont révélés d'une exactitude si grande que, quand longtemps après, on a démontré qu'il avait raison, il y avait une différence par rapport à l'expérience, et on a pu prouver que c'était l'expérience qui avait tort. Ah oui. Et pas la théorie. D'autre part, il a annoncé quelque chose d'absolument scandaleux. À cette époque, la particule reine était l'électron, et son équation était l'équation de l'électron. Ce n'est pas l'équation fondamentale de la mécanique quantique, parce qu'elle ne résout pas un aussi grand nombre de problèmes qu'on le souhaiterait, mais c'était l'équation de l'électron. Et voilà-t-il pas qu'il y avait dans cette équation un défaut qui existait déjà dans la théorie et que Dirac tenait absolument à éliminer parce qu'il le trouvait absurde, et c'est pour ça qu'il a cherché son équation pour écarter ce défaut. Ce défaut, c'est qu'il y avait des énergies négatives dans la théorie. C'est complètement idiot. C'est comme si on vous parlait d'un moteur qui a moins 40 chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire moins 40 chevaux? Ça ne veut rien dire du tout. Et ça donnait également cette impression. Et avant lui, la théorie disait déjà ça, disait que de telles choses peuvent arriver, et tout le monde trouvait ça idiot. Alors là, on a rarement trouvé une unanimité aussi parfaite. Et donc Dirac le pensait aussi. Et il a trouvé un truc formidable. Il a trouvé un truc qui, à coup sûr, devait éliminer ces énergies négatives. Ce qui était quand même plus ennuyeux que les autres, c'est qu'il y avait des énergies négatives. Et je dois dire que il y a deux physiciens qui, aussitôt, ont dit, si vous me passez l'expression, on s'en fout. L'équation est trop belle, les résultats sont trop bons. S'il raconte qu'il y a des énergies négatives, il faudra se débrouiller avec. Ces deux physiciens n'étaient pas quelconques, c'était Louis de Broglie et Heisenberg. C'était amusant parce qu'il y en avait un dans chaque camp. Il y en avait un dans chaque camp. Ce qu'on avait oublié, c'est que peu d'années auparavant, Einstein, vous savez que Einstein, qui n'était pas un grand physicien, qui était un miracle de la physique, je pense qu'il y en a eu trois comme ça, Newton, Maxwell et lui. Et Einstein avait qui était un grand intuitif, avec cette qualité étrange, c'est que il ne paraissait jamais plus intelligent que quand il ne comprenait pas très bien de quoi il parlait. Et un beau jour, il a écrit un article, et ce n'était pas la seule fois que ça lui est arrivé. Il a écrit un article dans lequel il s'adressait au lecteur d'avance en s'excusant de lui faire perdre peut-être son temps pour quelque chose qui était peut-être sans aucun intérêt. Mais voilà, il était très embêté parce qu'il a trouvé que dans la relativité générale, sa chère relativité générale, ce monument qui domine toute la physique du siècle, eh bien dans la relativité générale, quand il y avait une possibilité de phénomène avec une énergie positive, il pouvait aussi arriver avec une énergie négative. Inutile de dire que Einstein a tout de suite compris que c'était idiot. Mais il tenait à le signaler qu'il y avait cet art à l'intérieur de sa chère relativité générale. Donc
En fait, Dirac n'était même pas le premier à l'avoir trouvé. Quant à Dirac, il n'a jamais admis qu'il y avait des énergies négatives. Et à cause de ça, toute sa vie, il a passé de temps en temps un certain temps et produit certains efforts pour éliminer, pour trouver une équation sans énergie négative. Et c'est bien fait pour lui, ça n'a pas marché. Mais, à un moment donné, il a eu son deuxième ou troisième coup de génie, et il a montré que si une particule a une charge électrique positive et une énergie négative, on pourrait peut-être dire qu'elle a une charge électrique positive et une énergie positive également. Malheureusement, c'était à peine moins stupide que l'autre version, parce qu'il était notoire que la particule en question aurait dû être de la catégorie électron. Bon, on regrette, mais l'électron était négatif. Alors il y avait donc des électrons positifs. Alors, le doigt de Dieu s'est posé à nouveau sur son papier, c'était vrai. Et peu de temps après, un physicien anglais a montré que ces particules existent, et que donc l'étrange propriété des énergies négatives correspondait à une particule qui existe réellement, dont l'énergie est positive, mais dont la charge est positive également, contrairement à l'électron. Alors, cela étant, cette malheureuse équation de Dirac, malgré tout son génie, était remplie de petits mystères qui traînaient dedans. Vraiment, c'est épouvantable de voir comment cette équation géniale avait de choses qui n'étaient pas convenables. Elle occupait beaucoup de personnes au CNRS, en fait. Et elle occupait beaucoup de personnes parmi les théoriciens. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais pu lancer cette blague que tout le monde ne fait que ça à l'Institut Henri Poincaré, ce qui était loin d'être vrai, il faut exagérer, parce qu'il y avait quand même des quantités de gens qui faisaient autre chose. Vous avez commencé à travailler... Et j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai commencé à travailler là-dessus, et moi, les énergies négatives, je m'en fichais, et les charges positives aussi, j'avais gobé. Vous savez, il faut se rendre compte c'est un mot qui est dû à Max Planck. Planck avait dit que les théories nouvelles n'arrivent pas à triompher en convainquant les physiciens en place de leur exactitude, mais elles triomphent parce qu'arrivent des générations nouvelles pour lesquelles les idées nouvelles sont évidentes. Et moi, j'avais le privilège d'appartenir des générations nouvelles. Ceci pour dire que quand Heisenberg et De Broglie ont chacun de leur côté dit que zut, pour les énergies négatives, on prend l'équation comme ça, c'était de leur part une marque de génie. De ma part à moi, qui avait 40 ans de moins qu'eux, j'avais une raison toute bête. C'est que bon, on m'avait vite sorti un truc où il y avait des particules qui avaient les deux charges. Bon, et puis après, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et c'est tout. Donc c'est pas ça que je cherchais. Je cherchais à représenter l'équation de Dirac sous une certaine forme que je ne dis pas ici, qui me paraissait être susceptible de pouvoir être féconde. Et j'ai obtenu cette forme qui était assez compliquée,
mais dans laquelle il y avait deux petites équations. C'était un ensemble d'équations que j'avais obtenues. Il y en avait deux petites qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, mais qui étaient profondément différentes. Parce qu'elles se ressemblaient par la forme, mais elles parlaient d'autres choses, chacune. Et alors, l'une d'entre elles était toute simple, elle voulait dire que l'électricité se conserve dans l'équation de Dirac. Ma foi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'était une équation où l'électricité occupait la place centrale. Il était normal qu'elle se conserve. Malheureusement, la deuxième équation, on ne voyait pas du tout ce qu'elle pouvait conserver. Ça n'avait aucun rapport. Mais ce qui était ennuyeux, c'est qu'elle ressemblait à la première de façon tout à fait frappante, et que je ne le comprenais pas. Alors je suis resté sans comprendre un certain temps, puis je l'ai montré à des copains qui n'ont rien compris, et quand personne ne comprenait autour de moi parmi les jeunes, je l'ai montré à De Broglie, qui s'est donné la peine de refaire tous les calculs de bout en bout que j'avais faits, et qui m'a dit, écoutez, tous les calculs sont exacts, par contre je ne comprends pas. Alors il dit donc, tant pis, on publie comme ça. On publie comme ça, mais on ne fait pas de commentaires. Et moi, j'ai fait pire que ne pas faire de commentaires. J'ai triché. Les deux équations auraient dû aller par paire. Et dans l'écriture, je les ai séparées. Parce que je me suis dit, pour empêcher quelqu'un d'avoir une idée géniale dans leur rapprochement. Et je suis resté pendant 24 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Chaque année, au retour de... J'ai fait toutes sortes de choses dans ces 24 ans, bien sûr. En revenant de vacances, je m'offrais à Paris 3 ou 4 jours de vacances de plus pour essayer de répondre à cette question. J'avais un petit carnet pour noter toutes les idées que j'avais dessus. Et ce carnet était d'une virginité absolument catastrophique. Il était tout blanc parce que je n'avais rien à écrire dedans. Et puis bon, ça s'est encore passé pendant un certain temps, comme ça. Et puis voilà que je fais la connaissance d'une de mes admirations, qui était René Thom, l'un des grands mathématiciens français du siècle. Nous sommes devenus amis. Il y a eu un colloque organisé en son honneur. J'ai été invité à parler à ce colloque et j'ai eu le culot de prendre comme sujet l'équation que je ne comprenais pas. Mais alors, je l'ai fait d'une manière particulière. C'est une chose qui est très instructive et qu'on peut expliquer à tout le monde. C'est que la physique théorique est la branche mathématisée de la physique et la seule science avec l'astronomie à avoir le même degré de mathématisation. Quand on mathématise une théorie, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose de très étrange. Parce qu'on commence par raconter en langage mathématique des résultats physiques ou astronomiques ou autres qu'on a découverts. Et les mathématiques qu'on crée ont pour but de les rassembler en un tout logique. Et alors, c'est là que on se trouve devant une difficulté qui est extrêmement grave. C'est que ces mathématiques commencent à raconter des choses que l'expérience n'a pas vues. Et alors, on commence à se demander qui a raison. Est-ce que les mathématiques, est-ce que cette chose mathématique est fausse, tout simplement? Il y a une limite
au pouvoir mathématique dans la théorie, ou est-ce que les mathématiques ont raison? Mais alors si elles ont raison, qu'est-ce que ça représente? J'ai donné un nom à ça, qui est un nom en fait qui est courant, qui est la géométrisation de la physique. Le mot géométrisation a un sens particulier, c'est que en réalité toutes ces grandes théories mathématiques en physique sont basées sur la géométrie. Mais pas la géométrie qu'on apprend à l'école, des géométries évidemment beaucoup plus compliquées, mais ce sont en fait des géométries qu'on utilise. Et alors, j'ai raconté dans ma conférence des cas favorables et des cas défavorables. Par exemple, j'ai raconté le cas favorable, fantastique, des énergies négatives. Les énergies négatives, c'est le type de phénomène qui est là par la faute des mathématiques, qui nous jette dans la figure un truc qui paraît complètement absurde, et tout d'un coup, un trait de génie fait découvrir que cette chose absurde existe et qu'elle a un sens physique. Alors j'en ai donné, il y en a d'autres exemples moins glorieux, mais enfin il y en a d'autres exemples. Et puis, je conclus en donnant un exemple qui ne marche pas. Et l'exemple qui ne marche pas, c'était évidemment mon équation. Et quand je parlais, j'étais à la tribune, puisque c'est moi qui faisais l'exposé, mais René Thom, qui était la vedette de la journée, puisque c'était en son honneur qu'on parlait, René Thom se trouvait au premier rang. Donc il se trouvait à 2 ou 3 mètres de moi, et instinctivement, en parlant, je m'adressais la plupart du temps à lui, ou du moins, mais mon regard croisait le sien. Et c'était l'un des 2 cas que j'ai connus où le fait de raconter quelque chose à un grand esprit vous le fait comprendre mieux qu'avant, alors que le grand esprit n'a rien dit. Parce que Tom ne disait rien du tout, il écoutait, c'est tout, quoi. Et il cherchait à comprendre, à suivre, quoi, c'est tout, pas à répondre à la question que je me posais. Et donc, en regardant Tom dans les yeux, je me dis tout d'un coup, Bougordane, si la première équation dit que l'électricité se conserve, qu'est-ce qui peut se conserver d'autre sinon le magnétisme? Et après tout, toutes ces équations sont remplies d'électricité et de magnétisme, et ça ne peut être que ça. Et quand j'ai terminé, le hasard a fait que c'était Tom qui parlait après moi. Je l'écoutais en buvant ses paroles d'un air tout à fait passionné, et je n'ai rien écouté de ce qu'il a raconté. Je sais ce qu'il a raconté parce que ça a été imprimé par la suite et que je l'ai lu. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais sur mes genoux l'équation de la particule que j'avais découverte, parce qu'elle était très facile à écrire, à condition évidemment d'y penser. Vous savez, c'est une loi dans la recherche scientifique, c'est qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. L'histoire des choses qui vous apparaissent d'elles-mêmes, dont la vérité se jette à vos yeux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un petit quelque chose, pas la chose tout entière, mais au moins un tout petit quelque chose que vous avez, qui est dans votre conscience, que tout d'un coup, vous trouvez la signification de l'étrangeté à laquelle vous heurtiez. Et cet objet, ça porte un nom, c'est un monopole magnétique. Alors, je n'en dirai pas plus là. Simplement, depuis lors, j'ai écrit moi-même une 30 ou 40 articles dessus, et surtout,
il m'est arrivé la chance de ma vie. J'étais au lit parce que on venait de m'opérer d'un genou et que je ne pouvais pas marcher, donc pendant quelques mois. J'étais au lit et tout d'un coup il y a le téléphone qui sonne et au téléphone j'entends une voix que je ne connaissais pas mais que j'ai tout de suite reconnue grâce à mes origines. C'était un Russe qui essayait de parler l'anglais. Alors c'était un machin qui était complètement incompréhensible. Au bout d'une minute, je lui dis, vous savez, je parle le russe. L'autre a respiré et il me dit cette chose miraculeuse. Il me dit, vous savez, je crois que nous avons observé la particule dont vous parlez. Je n'ai pas sauté au plafond parce que mon genou me l'interdisait formellement, mais disons que moralement j'ai sauté au plafond. Depuis lors, nous sommes devenus des amis proches, nous travaillons ensemble depuis maintenant, je ne sais pas, plus de 20 ans, plus de 20 ans sans doute, et je peux dire que nous possédons maintenant des centaines d'expériences qui montrent que nous avions raison. C'était qui alors ? Comment ? C'était qui alors ? Il s'appelle Léonid Routskoyev. En Russie, il est très connu. Et alors ce qu'il faut voir, c'est comment nous nous sommes rencontrés, pourquoi ils ont trouvé ça. Et ils l'ont trouvé pour la raison suivante. Quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, l'Académie des sciences de Moscou et un grand institut de physique nucléaire qui s'appelle l'Institut Kurchatov ont envoyé des équipes de physiciens pour essayer de comprendre les causes de la catastrophe. Et il y avait en fait deux équipes très distinctes et séparées l'une de l'autre. L'une était sous la dépendance directe des autorités politiques et on peut dire que grâce à ça, elle a démontré que la faute était humaine. C'est ce qu'on raconte tout le temps maintenant, que il y avait des physiciens qui cherchaient à bricoler sur le réacteur et que c'est comme ça que la catastrophe s'est déclarée. Le groupe de Routskoyev, lui, n'appartenait à personne. Il appartenait à son institut, c'est tout. Mais il n'avait d'ordre à recevoir de personne. Et donc, ils se sont conduits en vrais physiciens, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à voir quels étaient les résultats de la catastrophe et quelles étaient les éventuelles anomalies qu'on pouvait y distinguer. Et ils ont commencé à les accumuler. Ils ont commencé à découvrir qu'il s'était passé un certain nombre de phénomènes physiques tout à fait inattendus et qui étaient contraires à des phénomènes que l'on connaissait. Alors je peux en dire un qui est tout simple. Vous savez bien comment est fait un réacteur nucléaire. Il a l'air d'une espèce de tour en forme de toupie inversée, comme ça, et il y a un couvercle dessus. Pendant la catastrophe, n'a pas du tout endommagé la machine. Toute la tour était restée tout à fait intacte. Mais le couvercle qui la fermait a été soulevé, a glissé de côté et est tombé à côté de toute la hauteur de la tour et est tombé entier.
L'enduit, c'est que le couvercle pesait 3500 tonnes. Si une pression gazeuse à l'intérieur du réacteur avait été capable de se soulever et de le faire tomber, le réacteur tout entier aurait explosé en 1000 morceaux. Et alors, c'est là que on voit... donc, on a commencé par ne rien remarquer du tout. Bon, le truc qui était soulevé est tombé, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est là qu'on voit apparaître les grands physiciens. C'était le cas de mon ami Orozkoyev. Il a rassemblé, c'était lui le patron de l'équipe, il a rassemblé l'équipe comme tous les soirs pour faire un brainstorming sur tout ce qu'on avait observé dans la journée. Et on a terminé sur ce fait dont il a souligné le caractère incompréhensible. Il y a un chercheur qui a dit « Bah, et il a dit, et si c'était pas vrai que le couvercle pesait 3500 tonnes. C'est complètement idiot, parce que le couvercle, c'est une galette, on en connaît le diamètre, l'épaisseur, c'est du béton armé, n'importe qui, un élève de l'école peut calculer le poids et trouver les 3500 tonnes. Alors, on a rigolé, parce que ce garçon, vraiment n'en ratait pas une. Sauf mon petit camarade Orozkoyev qui, le soir, s'est dit « et s'il avait raison ?» Parce qu'il y avait un autre fait incompréhensible qui avait été détecté et qui, lui non plus, n'avait pas d'explication. C'est que, vous savez qu'un réacteur nucléaire a un courant d'eau qui vient se réchauffer dans le réacteur, qui emporte la chaleur dans une turbine, et laquelle turbine produit de l'électricité. Ce courant d'eau, c'est un truc énorme, c'est un truc qui était sous une pression de 70 atmosphères, qui passait dans des gros tuyaux, et ce tuyau passait à un endroit, dans une salle, et en face de ce tuyau, le long du plafond, passait une conduite électrique de très grande énergie. Cette conduite électrique a arraché le support sur lequel elle était fixée, elle a brisé le coffrage dans lequel le tout était caché, et la conduite a été projetée sur la conduite d'eau. Et ça a été... l'autre encore, ça pouvait passer pour une plaisanterie. Mais là c'était pas une plaisanterie, parce qu'on a posé la question précise, quelle était la force qui attirait la conduite électrique? Et c'est là aussi qu'un jeune chercheur a dit, et s'il y avait un courant de monopôle magnétique qui passait dans la conduite d'eau, est-ce que ça serait pas ça? C'était complètement stupide, parce que le monopôle magnétique faisait partie des rêves de la physique. C'était pas du tout un problème de physique véritable. C'était un truc dont parlaient selon certains théoriciens. C'était pas un machin concret, quoi. C'était une blague de dire ça. Et Orozkoyev s'est dit, et si c'était vraiment des monopoles? Alors il s'est lancé dans des expériences annexes, et s'est aperçu que c'était tout à fait plausible
que ce soit des monopoles. Et c'est depuis que nous travaillons ensemble. C'est pour ça que... Alors, ça s'est passé 3 ou 4 ans après que j'ai fait la prévision du monopole. Mais pour ma part, j'ai toujours considéré que leur découverte était complètement indépendante de la mienne. Et donc, nous sommes bien d'accord pour dire qu'on est les co-découvreurs de ce monopole. Le fait qu'il y ait un intervalle de temps qui nous sépare n'a absolument aucune importance. Pourquoi ce coup de fil a été la chance de votre vie, comme vous disiez? Eh bien, parce que c'est à cause de ça qu'on s'est mis à faire des expériences. Parce que ma particule, j'en parlais, mais en termes mathématiques. Il n'y avait aucune preuve que c'était vrai. Et ma vraie chance, c'est d'être tombé sur des grands expérimentateurs qui se sont mis à faire des expériences qui, peu à peu, ont confirmé ce que je disais. Et alors c'est là que se trouve le côté politique de la physique. C'est que, d'abord, le monopole en question a une masse nulle. Et ça, c'est, comme disaient les nazis, streng verboten. Parce qu'au contraire, on attendait une particule très lourde. Seulement, c'est la physique qui disait qu'elle était lourde. Là, c'est l'expérience qui disait qu'elle ne pesait rien. Et à cause de ça, eh bien, jusqu'à présent, il y a seulement une minorité de gens qui y croient, et une majorité de gens qui n'y croient pas, mais qui n'ont jamais, par exemple, vu les expériences. Vous savez, on peut vous en donner un exemple comme ça qui est tout à fait curieux. Je ne sais pas à quel point le nom de Faraday est connu en dehors de la physique. Faraday était l'un des plus grands physiciens du XIXe siècle. Faraday avait de graves défauts. Son plus grave défaut, c'est qu'il était apprenti relieur, qui n'avait jamais fait d'études, qui n'avait aucun diplôme, et que ce qu'il savait en physique, il le savait en lisant les livres qu'il reliait dans l'atelier dans lequel il travaillait. En fait, il était donc l'un des plus grands physiciens du XIXe siècle, et petit à petit, on l'a reconnu, quoi, bien sûr. Enfin, de nos jours, on n'a pas besoin de le défendre. Et Faraday a appris comme ça l'électromagnétisme. C'était avant les grands célèbres travaux de Maxwell. Maxwell était son successeur, en réalité. Et Ampère, la plus grande découverte d'Ampère avait été de montrer que, avec une bobine électrique, on peut faire du magnétisme. C'est ce qu'on appelle un électroaimant. Faraday a sorti quelque chose qui n'était pas admissible. Il a trouvé que quand un champ magnétique change, s'il change rapidement, il produit de l'électricité. Alors ça, c'est inadmissible. Parce qu'un vrai phénomène physique, c'est un phénomène qui est stable, qui se maintient, pas un phénomène qui change. Et Faraday a mis 30 ans à convaincre ses contemporains que ce qu'il racontait était vrai. Jusqu'au jour où Maxwell est venu. Maxwell a changé les lois d'Ampère pour qu'elles changent de courant comme Faraday, et il a introduit ça
dans les célèbres équations qui ont fait sa gloire. Et il se trouve maintenant que le changement de courant qu'il a introduit était à l'origine de la radio, de la théorie électromagnétique de la lumière, et en fait de tous les phénomènes électromagnétiques sur lesquels notre civilisation industrielle est basée. Simplement, Faraday, on ne le croyait pas, parce qu'il n'avait pas la classe pour faire croire à des choses pareilles. Alors que Maxwell était déjà bien vu. D'abord, Maxwell était beaucoup plus jeune que lui. Et puis Maxwell était un miracle de la physique et tout le monde sentait qu'on était obligé de l'écouter. Et concernant le monopole magnétique, quel était le point de vue de M. de Broglie? Il n'était plus là. Il n'était plus là. Je peux vous donner le point de vue d'un autre grand physicien français qui était Louis Néel. Oui. Louis Néel, dont il y a la photo de l'autre côté sur le mur, a été le président de notre fondation. Il était lui-même lauréat du prix Nobel et il était l'as mondial du magnétisme. Alors, faute de pouvoir montrer ce que j'ai fait à De Broglie, j'ai été le montrer à Néel. Et Néel a eu une réaction très simple. Il m'a écouté, il n'a rien dit, et puis il a dit, bon, et bien maintenant c'est le tour des expérimentateurs. Et les expérimentateurs sont venus, mais malheureusement ils étaient russes, ils n'étaient pas français. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de la fondation de Broglie, parce qu'elle a été créée en 1973, vous avez participé à sa création? Oui, je n'ai pas participé, j'en suis l'inventeur. J'en suis l'inventeur. Oui, j'en suis l'inventeur. 73, c'est une année très particulière, parce que c'est l'année où De Broglie a annoncé l'onde associée à l'électron. Et donc c'était l'anniversaire, ça doit être... c'était le 50e anniversaire sans doute. Oui, je pense que c'était le 50e anniversaire, vous regarderez. Et... non, c'est le... je sais plus. Enfin, c'est l'anniversaire. Nous, on s'apprêtait à faire une grande fête à De Broglie. Pour le cinquantenaire de son onde. Et pour tout vous dire, l'inventeur, c'est pas moi, c'est ma femme. Oui. C'est ma femme avec qui j'en parlais et de l'anniversaire, et qui me dit, tu sais, De Broglie, c'est un nom de fondation. Il faut faire une fondation scientifique qui porte son nom. Alors on a fait une fondation scientifique qui porte son nom. Alors, c'est pas si simple, parce que à cette époque, nous avons eu un soutien énorme, tout ce que la France contenait, non seulement de grands hommes de science, mais y compris d'un certain nombre d'écrivains de l'Académie française, etc. Enfin, tout le monde est venu nous soutenir. Ce qui s'est révélé très difficile, c'était de la faire marcher. Et il faut dire, alors, bien sûr, elle a été créée pour poursuivre les travaux de De Broglie. Il va de soi qu'on n'allait pas faire la même chose que lui, n'est-ce pas? Ça voulait dire en réalité, travailler en physique dans un esprit qui se rapproche du sien. Mais c'est ça qui s'est révélé très difficile, parce que il faut dire franchement que les grandes découvertes
ne sont pas seulement dus à des réponses faites à des grandes questions, mais ni à des grands esprits capables de poser les grandes questions et de faire les grandes réponses. Elles sont dues aussi à l'esprit du temps. Quand De Broglie a trouvé son onde, on faisait une découverte importante tous les 8 jours. C'est pas lui qui les faisait toutes, hein. Mais l'époque était comme ça. Quand Planck a découvert les quantas, il faudrait que je prenne des livres et que je passe 2 heures à vous raconter toutes les idées géniales qui ont été émises en même temps. Quand De Broglie a émis l'idée de l'onde, toutes les idées sur les quantas ont commencé à fuser de tous les côtés immédiatement. N'est-ce pas, les équations d'Heisenberg ont été trouvées, je ne sais plus, 2 ans après. Les équations de Schrödinger ont été trouvées 4 ans après, etc. Vous essayez de dire que l'époque 1973 ou l'époque actuelle est plus pauvre? Eh bien, elle est beaucoup plus... Elle est stérile. Ah oui. Elle est stérile, tout ça. C'est vraiment... À des tas de raisons, vous savez. Vous savez, si vous réfléchissez un peu à la science grecque, elle a été faite en 400 ans. Mais, en fait, les grandes découvertes étaient très concentrées. Quand vous pensez à la peinture italienne, comment ça se fait que les Italiens ne savent plus peindre? Ils ne sont pas plus bêtes qu'avant, mais ils ne peignent plus. Ils ne peignent plus. Et il y a des époques comme ça. Il y a des époques de très grande fécondité. Et puis, je pense que l'esprit humain a besoin de se reposer, enfin, de se régénérer. Si vous regardez notre époque actuelle, alors il y a une chose qui saute aux yeux. C'est que l'époque actuelle fait la suite d'une époque, celle du XXe siècle, ou surtout du début du XXe siècle, où l'on a accumulé les grandes découvertes dans la microphysique, c'est-à-dire la physique atomique et nucléaire. Eh bien, regardez notre époque de maintenant. Moi, je considère que il n'y a pratiquement plus aucune grande découverte en physique. En revanche, on a l'impression que l'imagination est passée du côté de la technique. N'est-ce pas? C'est-à-dire que toute l'imagination de notre époque passe dans les applications de ce que l'époque précédente a découvert. Et ça ne va pas durer éternellement. Parce qu'on va user cette réserve de connaissances et il n'y aura plus personne pour la renouveler. C'est pas grave. Parce que s'il y a le vide, la nature en a horreur. Et ça va repartir. Mais ça peut repartir dans très longtemps. Comprenez, quand la science grecque, par exemple, s'est éteinte, eh bien, la science occidentale n'a rien trouvé pendant des siècles.
Alors bien sûr, on nous raconte dans ces cas-là, mais il y a ceux qui ont su faire tenir les clés d'ogive des cathédrales. C'est génial, mais c'est pas de la science. C'est une technologie tout à fait fabuleuse d'ailleurs, parce que quand on regarde comment c'est fait, on se demande si maintenant on saurait le faire, même avec les procédés modernes. Bon, eh bien, pendant longtemps, la science n'a pas progressé pendant tout le Moyen Âge, et puis elle a redémarré avec les mathématiques et l'astronomie du XVIIIe siècle. Et puis après, c'est recousu dessus les découvertes de Newton et de ses contemporains, et puis la découverte de l'électromagnétisme et de toute la science moderne. Si bien que notre époque, par certains côtés, est tout à fait admirable. Rendez-vous compte que quand vous rachetez une nouvelle bobine qui contient sur laquelle vous enroulez du ruban autocollant, elle est déjà plus la même qu'avant. Elle est mieux, elle est plus petite, elle est plus légère, l'autocollant colle mieux, etc. Je viens de changer de portable. Le mien était tombé en panne. Eh bien, dedans, il y a plein de choses auxquelles les autres n'avaient absolument pas pensé. L'imagination est passée du côté de l'industrie, c'est complètement évident. Et pourtant, on dit que l'avenir de la physique repose sur deux grandes énigmes qui n'ont pas encore été résolues, à savoir celle de l'énergie noire et de la matière noire. Je pense que c'est deux grandes conneries. D'accord. Oui, c'est tout, quoi. Pour vous, c'est pas là que se situe l'avenir? Non, l'avenir, où sur quoi repose l'avenir, alors ça, nul ne le sait. Pourtant, si vous deviez encourager les jeunes à se lancer dans la physique, est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui Moi, je leur dirais de faire de la physique appliquée. Physique appliquée. Ah oui, je leur dirais de faire de la physique appliquée. Parce que ça marche vraiment. Mais, alors bien sûr, si c'était des gens que je connaissais vraiment de près, etc., je prendrais peut-être le risque de leur dire de travailler avec moi. Mais je le dirais avec une extrême prudence. Parce que je ne voudrais pas les attirer dans une impasse. Peut-être de prendre votre suite à la tête de la fondation. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Oui, je l'ai envisagé. J'ai essayé de trouver des gens et je ne les ai pas trouvés. Vous savez, je suis en train de faire un grand livre sur le monopole magnétique avec un grand physicien allemand, qui d'ailleurs est mon symétrique parce qu'il est un élève d'Heisenberg, et avec le physicien russe dont je vous ai parlé. Et une fois qu'on était ensemble, j'aurais dit, vous savez, nous sommes la queue de la grande comète. Parce que la grande comète est morte, en fait. Et ce que nous savons faire, c'est un truc de plus que la grande comète. Alors, si vous me demandiez, c'est en dehors du cadre où nous sommes mis là, qu'est-ce que je crois qu'il faut trouver pour la physique future? Où sont les vrais mystères auxquels il faut répondre? Je ne vous dirai pas. J'ai des réponses. Mais ce sont les miennes, vous comprenez. Ce sont les miennes. Ce que vont faire les physiciens dans 150 ans, d'abord, ils auront sûrement jamais lu ce que j'ai raconté. En plus, ce que je raconte n'est peut-être pas fécond. Qu'est-ce que j'en sais? Parce que moi, je sais poser des questions à partir des mystères que moi, je trouve dans la physique actuelle.
c'est peut-être pas du tout les mystères qui vont les intéresser. Rien n'est moins sûr. C'est ça, mais bien sûr que c'est douteux. Alors, c'est pour ça que je vous le dirai pas. Ah, en privé, je vous le dirai. Oui. Mais Moi, je pense qu'on peut arrêter là. on peut arrêter là, oui. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup trop d'ailleurs, non? Non, je pense que c'est. Laurent, c'est bien là. Hein, ouais, c'est très bien. Très bien. Je pense qu'on a bouclé un peu. Oui, c'est vrai. En revue. Voilà, j'ai pas posé mes questions du tout. Comment? J'ai pas du tout posé les questions qui étaient prévues pratiquement. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave parce on a répondu à d'autres questions et puis il y a des choses auxquelles on a répondu. Tout à fait. C'est ça, hein. Très bien. Tout à fait. Innovaxion, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.